D'abord, je voudrais m'excuser de parler en français, mais mon italien ne me permet pas de présenter ce genre d'exposé sérieusement devant vous. Je voudrais ensuite, à mon tour, remercier la Faille pour cette invitation parmi vous et pour cette occasion de connaître un lieu tout à fait extraordinaire. Alors, je vais répondre à M. Zucconi en racontant un peu l'histoire de la remise en valeur des centres historiques. J'ai été impliqué directement dans la planification à Paris pendant une douzaine d'années, ensuite dans la métropole lilloise, mais j'ai voulu élargir un petit peu le point de vue, donc j'ai travaillé sur deux autres villes, Lyon et Bordeaux. Le tableau est un peu large, donc le présenter en 20 minutes implique d'être très simplificateur. Donc pardonnez-moi les simplifications que vous allez voir et entendre. Donc voilà mes quatre exemples, 4 secteurs sauvegardés, à Lyon, à Paris, le Marais, à Lille, à Bordeaux, qui ont une histoire un petit peu commune. Ce sont des secteurs où est concentré le patrimoine d'avant le XIXe siècle, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e essentiellement, même si ce sont des territoires aujourd'hui mixtes, où les siècles suivants sont beaucoup intervenus. Alors, dans les années 60, ce sont des quartiers vétustes qui accueillent une population immigrée et qui sont menacés par des projets de modernisation, à la fois modernisation pour moderniser les bâtiments, mais aussi modernisation pour créer des possibilités de circuler, et notamment des routes. Et ce sont des secteurs qui ont été défendus fortement par des associations locales. Alors la loi Malraux arrive en 1962 en France, c'est plus que 20 ans après les textes similaires en Italie. Et c'est une loi qui protège les ensembles urbains de grande valeur historique par la création des secteurs sauvegardés. Donc ensuite, les secteurs sauvegardés arrivent dans les années 60, donc Lyon en 64, Paris, Lille, Bordeaux. Et vous voyez que les tailles des secteurs sauvegardés sont extrêmement petites. Ce sont des tout petits secteurs, c'est une partie du centre historique. C'est la partie la plus précieuse des centres historiques. Donc, des petites illustrations. Lyon, en bas à gauche, la percée à travers le vieux Lyon, qui était imaginée par la municipalité Pradelles. Et vous avez une image en haut à gauche qui montre le résultat escompté, un tract de protestation, et puis à droite ce sont des images du patrimoine, à la même période c'est 62-63. Et puis un autre exemple à Lille, donc le vieux Lille, à gauche le plan de rénovation de 65, qui n'a pas été réalisé heureusement, et à droite c'est une photo récente, donc où on peut voir les dégâts qu'aurait causé ce type d'intervention. Au nord de l'église qui est en bas, il y avait une voie rapide. Sur le plan, elle est couverte, parce que c'était après les premières protestations, donc c'est devenu une voie rapide enterrée. Donc les secteurs sauvegardés, c'est un plan de sauvegarde. Donc le plan, je vais montrer un exemple sur le Marais à Paris. Donc c'est un plan très précis, ça a été dit tout à l'heure. Ce sont des prescriptions bâtiment par bâtiment. Les taches jaune-orange sont des démolitions qui sont prévues. C'est une sorte de reconstitution historique d'une réalité qui n'a jamais existé d'ailleurs. Et ces plans sont placés sous la tutelle de l'État. Alors en 1900, dans les années 60, ce n'était pas important puisque l'État avait la responsabilité de l'urbanisme en France, mais après la décentralisation des années 80, du début des années 80, cette exception de responsabilité de l'État a créé un problème, et on a aujourd'hui un débat
entre les agglomérations et l'État sur la responsabilité de l'aménagement et de la protection historique. Donc c'est le même plan pour Lyon. Donc le secteur sauvegardé, c'est un plan, c'est aussi des moyens financiers, donc des aides publiques à la réhabilitation. Au début, l'État a mis beaucoup d'argent dans les secteurs sauvegardés, ça s'est arrêté au milieu des années 70 à peu près. Les collectivités territoriales, je vais expliquer comment, ont énormément financé les réhabilitations. Et il y a eu un texte qui a défiscalisé les travaux. Donc ça a motivé l'intervention du secteur privé qui a été très importante dans les secteurs sauvegardés des grandes villes françaises. Et puis, des outils, en France, on aime bien créer des structures. Donc des sociétés publiques d'aménagement ont été mises en place sur les secteurs sauvegardés. Et également, pour utiliser la défiscalisation, la loi a permis à des associations de propriétaires privés d'intervenir sur la restauration des bâtiments. Et ils ont énormément agi à Lyon, à Bordeaux, un peu moins à Lille et un peu moins à Paris, mais ils ont eu une importance très grande dans les processus de transformation. Les politiques d'intervention publique, qui sont essentiellement les politiques des municipalités et des agglomérations. Donc, acquisition, réhabilitation, on achète les bâtiments pour les transformer en logements sociaux ou en équipements. À Lyon, par exemple, dans le secteur sauvegardé, il y a 15% de logements sociaux qui ont été créés de cette façon. Des aides à la réhabilitation, donc on aide au financement privé de la réhabilitation. Vous avez quelques exemples à Lyon, à Lille, de transformation publique. Et puis, les collectivités sont beaucoup intervenues à travers des équipements publics, en achetant les bâtiments ou en transformant des bâtiments qui appartenaient aux collectivités pour en faire des musées ou des grands équipements. À Lille, c'est un équipement de quartier, à gauche. Au centre, le plus spectaculaire est le musée Picasso, à Paris. Et à Bordeaux, peut-être l'image la plus connue de Bordeaux, la place de la Bourse. Donc ces politiques très interventionnistes ont été adaptées en fonction de l'évolution des quartiers. Alors si on essaye de faire un bilan 50 ans après, oui, 40 ans après la mise en place des secteurs sauvegardés, la transformation physique, indéniablement, est une transformation réussie, mais elle n'a pas partout la même importance. À Paris et à Lyon, le Marais à Paris, le Vieux-Lyon, ont été très largement transformés. À Lyon, on estime que plus de 90% des bâtiments ont été restaurés. La transformation a été beaucoup moins rapide à Lille et à Bordeaux. Pour expliquer cette différence, je pense qu'il faut se référer à la dynamique des villes. Les deux premières villes sont des villes très dynamiques, avec un marché immobilier qui bouge énormément. Lille a eu des difficultés énormes avec la mutation de ses industries traditionnelles. Et Bordeaux a été longtemps, on l'appelait Bordeaux la belle endormie. Donc Bordeaux a été longtemps une ville qui bougeait peu. Donc les deux ont démarré avec retard. À l'intérieur des quartiers, si on essaye de voir les conséquences de la mutation, alors d'abord, il faut dire que les secteurs sauvegardés dans les grandes villes sont des quartiers d'habitation très denses, plus de 200 habitants à l'hectare. Paris-Lyon, c'est même plus de 250, et très recherchés. Ce sont des quartiers désirés par la population. Conséquence, une population de plus en plus aisée. Alors, Paris, Lyon, Lille, j'ai mis un seul chiffre. 40% de cadres supérieurs à profession libérale dans les secteurs sauvegardés, c'est le double de ce qui se passe dans les agglos, à peu près. Mais il reste une certaine mixité, alors avec la présence étudiante, qui est très forte à Bordeaux surtout, mais aussi à Lyon, à Lille, moins à Paris où le marché immobilier est tellement cher que ce type de population a été également écarté du centre. Et le constat qui est fait dans les villes, c'est que cette mixité sociale,
elle est beaucoup liée aux caractéristiques du parc de logements. On a des logements qui sont très petits, pour des raisons historiques, mais pas seulement, aussi pour des raisons de spéculation par les acteurs privés qui ont transformé les bâtiments. Donc des très petits ménages, pas beaucoup de familles, difficulté d'implanter des familles. Et une autre raison est la qualité des logements. Dans les parties basses, ce sont des secteurs anciens avec des rues étroites, donc on a des conditions de logement qui sont moins bonnes dans les parties basses des immeubles que dans les parties hautes, et ceci est un facteur de maintien de la mixité. On a une population plus modeste dans les parties basses des bâtiments que dans les parties hautes. Lyon a fait une étude là-dessus qui est assez spectaculaire. Donc cette mutation des secteurs sauvegardés, c'est aussi une mutation économique. Donc les activités traditionnelles sont parties. Il y avait beaucoup d'industries qui étaient implantées là, puisque c'était des secteurs peu chers. Et donc l'activité économique était venue beaucoup y travailler, particulièrement dans le Marais à Paris, qui était une véritable zone industrielle en cœur de ville dans les années 60. Alors on a connu, comme partout je pense, un développement très fort des activités touristiques et des loisirs, avec les nuisances que ça provoque, et un recul des activités de proximité, parfois aussi une pression sur le logement, de la part des activités touristiques, des restaurants, des activités de loisirs. Alors, maintenant, si j'essaye de dire ce qui se passe aujourd'hui pour ces secteurs-là, et plus largement pour les centres-villes dans ces grandes agglomérations. Donc d'abord, il faut dire que la priorité d'action n'est pas du tout sur ces quartiers, pas du tout. La priorité d'action aujourd'hui en France dans les grandes villes, elle est d'une part sur les quartiers en difficulté, donc restructurer les quartiers en difficulté, en partie les reconstruire. Donc, ce sont des quartiers périphériques. Et d'autre part, le deuxième type de priorité est sur des grandes transformations de secteurs qui étaient occupés par l'industrie et les transports. On a des très grandes opérations d'aménagement à Paris sur la rive gauche, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent, à Lyon dans le secteur de la Confluence, Euralille à Lille, on a le même type maintenant Euratlantique à Bordeaux. On a partout ce type d'interventions qui sont des interventions de modernisation de l'infrastructure urbaine du centre. C'est là qu'on fait les bureaux, qu'on ne peut pas faire ailleurs, les centres de congrès. Il y a toute une part du développement économique qui est située près des centres dans ce type d'opération. Et pour les centres-villes, l'idée est double. Il faut combiner la protection et la mise en valeur, mais qui change de nature, et intégrer les centres anciens dans des projets urbains globaux. Alors, ceci vient d'un élargissement très important de la notion de patrimoine, comme partout, élargissement historique. Maintenant, on a un patrimoine du XIXe siècle qui était totalement ignoré au début des secteurs sauvegardés. Également, on a même un patrimoine du XXe siècle. Il y a certains bâtiments qui sont du patrimoine avant d'être terminés, paraît-il. Et aussi un élargissement géographique, c'est-à-dire le patrimoine, ce n'est pas seulement le centre, il y a des types de patrimoine différents partout. Voilà pour la théorie, la réflexion, mais les outils juridiques ont considérablement évolué en France à partir des années 90. Et maintenant, il est possible d'introduire dans les règlements locaux, qui sont sous la responsabilité des collectivités locales, il est possible d'introduire des dispositifs de protection, plus ou moins forts, et qui ne sont pas sous la responsabilité de l'État, ce qui peut être un facteur très important pour les décideurs locaux. Donc ces dispositifs, ce sont ce qu'on appelle les AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture et du paysage, des règlements adaptés à différents types de tissus urbains. À Paris, depuis 20 ans, le règlement est progressivement adapté aux différents types de tissus urbains. Et un certain nombre de villes, Lille, Paris, Lyon, je crois,
ont introduit une notion de patrimoine local dans les règlements, c'est-à-dire une protection directe de certains bâtiments, pas seulement des bâtiments, des objets monumentaux. Il y a certaines villes qui protègent même des espaces verts dans leurs règlements. Donc on est dans un système où le patrimoine s'est largement étendu au territoire, à la fois dans l'extension géographique, la nature. Alors, il y a une petite carte à droite, je n'ai pas de pointeur, il y a une petite carte à droite qui montre pour Lyon les différents outils de patrimoine. Oui, voilà. Et le secteur sauvegardé, c'est la partie rose qui est ici. Donc vous voyez que ça représente une toute petite part des zones protégées. Il y a un autre secteur important de protection de type AVAP qui est ici sur les pentes de la Croix-Rousse. Et le périmètre le plus foncé, c'est le périmètre UNESCO de Lyon. Et je pense que le périmètre UNESCO a eu un rôle pour concrétiser. Cette réflexion d'ouverture du patrimoine était lancée bien avant. Je pense que le périmètre UNESCO a eu un rôle pour renforcer cette réflexion. Donc voilà, Lyon, le fameux secteur des pentes de la Croix-Rousse qui est protégé dans un type de règlement sous responsabilité partagée de l'État et des collectivités locales. C'est l'ancien secteur des ouvriers de la soie, avec un patrimoine de bâtiments qui paraissent, pas très amènes, mais qui ont des caractéristiques de construction absolument remarquables, avec des étages de 3,85 m pour accueillir les métiers à tisser. Alors, un autre exemple est Bordeaux. Donc, à Bordeaux, on retrouve donc, le secteur sauvegardé, qui est le tout petit espace ici, le secteur de l'UNESCO, qui est le secteur marron, avec la zone de protection jusqu'au secteur noir. Et Bordeaux a engagé un inventaire détaillé de tout le secteur qui est coloré en jaune, qui représente 40 000 parcelles. C'est la ville en gros, c'est la ville de Pierre, c'est une grande partie de la ville du XIXe siècle. L'idée est de faire un règlement spécifique à cette échelle, parcelle par parcelle. Moi, je pense que c'est un peu exagéré d'imaginer faire ça parcelle par parcelle, mais l'idée, l'ambition est intéressante. Alors aujourd'hui, les plans de sauvegarde, qui n'ont pas changé de définition géographique, ils sont en révision ou en attente de révision. Alors l'idée, c'est de les rapprocher des règlements ordinaires. Donc simplifier les prescriptions, intégrer le développement durable, qui forcément n'était pas pris en compte dans les années 60, 70, 80 de l'élaboration. Protéger l'architecture, même au-delà du XVIIIe siècle, mais aussi introduire la possibilité d'une architecture contemporaine. Ça, c'est un grand débat. En général, les bâtiments qui sortent avec une architecture d'expression contemporaine suscitent des débats vifs et intéressants. Donc l'idée est d'ouvrir les règlements, on verra le résultat, et aussi l'idée de réduire les impacts socio-économiques. Alors par exemple, limiter les démolitions. À Paris, ils imaginent de supprimer une grande partie des démolitions qui n'ont pas été réalisées dans le plan et rechercher la mixité urbaine. Et j'ai dit tout à l'heure, intégrer les secteurs sauvegardés dans une réflexion urbaine à plus grande échelle. Donc, quelles préoccupations dans les centres historiques, au-delà, dans les secteurs sauvegardés et aussi au-delà, maintenir le parc de logement et notamment lutter contre la pression du commerce et des activités de bureau, essayer de trouver des moyens de renforcer la mixité et l'accueil des familles, contrôler le commerce. Alors il y a deux types de contrôle du commerce, empêcher le commerce nuisant et favoriser le commerce de proximité. Exercice assez difficile, mais il y a un certain nombre de municipalités qui s'attaquent à ces questions. En même temps, on continue les actions d'embellissement, ravalement des bâtiments, l'acquisition-réhabilitation, qui sont des interventions chères
ont été beaucoup réduites, surtout à Lyon et à Paris, mais il y a à Bordeaux un programme de 500 logements sociaux en acquisition-réhabilitation. Donc, tout dépend de l'état du patrimoine et de l'avancement des transformations. Et puis, le plus spectaculaire, sans doute, ce sont les interventions sur les espaces publics. Alors, les interventions sur les espaces publics, ce sont d'abord des interventions pour réduire la place de la voiture et réorganiser le stationnement. Je pense que dans les dernières années, en France, dans les grandes villes, on a franchi une étape. La réduction de la place de la voiture sur l'espace public est maintenant de plus en plus admise. Et les actions sont de plus en plus spectaculaires. Ceux qui, parmi vous, connaissent Paris et ont vu l'évolution de Paris depuis 10 ans, la circulation a diminué de 20%. Pas les embouteillages, mais la circulation et la place de la voiture a considérablement diminué. Et toutes les grandes villes ont des projets de ce type sur leur centre historique et largement au-delà. Et puis, évidemment, l'idée d'inscrire les centres historiques dans les grands projets de réaménagement des villes. Alors, j'ai mis deux exemples illustrés par des photographies. Bordeaux, où la mise en place du tramway a été l'occasion d'une transformation spectaculaire des espaces publics, y compris dans le secteur sauvegardé. On a retrouvé une qualité d'espace public qui n'existait certainement pas. Et l'autre exemple est Lyon, Non, ça c'est trop tôt. Lyon, pour un projet... Lyon a transformé les rives du Rhône le temps doit être passé, parce qu'il ne veut pas continuer. Oui, il est réactif. Donc, Lyon a transformé les rives du Rhône pour les donner aux piétons, supprimer le stationnement. Et maintenant, ils engagent un programme de même ampleur sur les rives de la Saône, la rivière qui traverse Lyon, qui rejoint le Rhône à Lyon. Et ici, sur la photo, si j'arrive à retrouver... Non, si, voilà. Donc le secteur sauvegardé, c'est ça. Et sur la rive de la Saône, il y a un projet très ambitieux de transformation complète de la rive, de démolition des parkings. Il y a ici toute une série de parkings sous le quai. Et tout ça doit être démoli et reconstitué sous la route qui bordera sous la route qui est ici, le quai étant dévolu aux circulations des piétons. Donc il y a un projet spectaculaire dont il prévoit la réalisation sur 20 ans, mais c'est un projet qui traverse l'agglomération. Donc là encore, on a l'image d'un projet d'ensemble sur l'agglomération qui transforme le centre historique. Voilà, donc l'évolution, c'est une sorte de normalisation des centres historiques. Les centres historiques, ils ont engagé la transformation des villes en France de manière spectaculaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la transformation de la ville qui entraîne la transformation du centre historique. Et merci pour votre attention. Merci à vous.